bonsoir. Je crois qu'il y a un peu d'encombrement, tant pis pour les retardataires qui vont nous rejoindre. Bienvenue, mesdames, messieurs, chers amis. Nous sommes très heureux que vous veniez nombreux à ces conférences du 3e jeudi du mois à 18h. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'avoir M. Yves Christen, qui est un biologiste, formation de biologiste cellulaire, biologiste moléculaire, c'est un très bon scientifique, et qui est en même temps un homme d'écriture, on peut dire entre guillemets journaliste, mais en fait qui écrit des livres en Valange, et que je vous conseille, qui est tout à fait remarquable. Et Yves Christen, je le connais depuis je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis très très longtemps, anime beaucoup la recherche française, notamment dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, avec une fondation qu'il dirige, qui est la fondation Luxen, avec Madame Jacqueline Merveillé, qui est ici aussi, et qui a donné un élan vraiment très intéressant et original, indépendant, puissant, à la recherche en particulier sur la maladie d'Alzheimer. Donc je suis très heureux de t'accueillir. Yves, nous avons aussi Lucrèce Sassella, qui est ici, qui proposera quelques chansons comme on fait d'habitude. Et je vous remercie d'être là avec son instrument favori, un petit piano. Et puis ensuite, on aura, je vous rappelle, un petit cocktail, comme d'habitude, en l'honneur de nos invités. Donc l'idée, je vous rappelle, c'est que M. Christen va faire une petite conférence, mais l'idée aussi, c'est surtout de préparer les questions, de lui poser plein de questions, de façon qu'on ait une discussion interactive après. Mon cher Yves, merci beaucoup pour nous tous, et au nom de l'ICM, je te remercie encore plus. Merci beaucoup, Yves. Bon, je suis très heureux d'être ici dans ce temple des neurosciences. Yves a eu la gentillesse de rappeler que je préside une autre partie de ma vie, la Fondation Ipsen, où j'ai plutôt vocation à faire parler des gens. Donc comme ce soir c'est moi qui parle, je parle avec mes propres idées, ce qui veut dire que vous êtes évidemment fondé à faire preuve de votre esprit critique autant que vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il était nécessaire de faire cette précision, mais peut-être valait-il mieux quand même le faire. Parce qu'il est possible effectivement que je sois amené à dire des choses qui ne soient pas forcément en plein accord avec ce que quelqu'un d'entre vous pourrait penser. Alors, Yves m'a demandé de parler de cette question. L'homme est-il un primate comme les autres? Et je crois que déjà la notion même de primate est une notion intéressante par sa signification première, lorsque Linné a baptisé ainsi primate premier. Vous voyez la dimension paranoïaque, anthropocentrique en fait de dénomination, puisque les primates, c'est le groupe zoologique auquel appartient l'espèce humaine. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, la vision évolutionniste, d'un certain point de vue, semble conforter cette vision des choses. Alors évidemment, l'extrême, c'est Teilhard de Chardin, c'est l'idée que tout ça évolue vers quelque chose qui serait une espèce de point ultime. Alors pour Teilhard de Chardin, c'est pas seulement l'homme, c'est le point oméga après l'homme. Personne ne sait très bien ce que ça veut dire, mais enfin, il y a quand même cette idée que ça va vers quelque chose et que l'homme serait au sommet de l'évolution. Et ça, je crois que c'est vraiment une idée, tout ce qu'il y a de plus fausse. Je veux dire que les autres espèces ont, ou au moins les autres groupes zoologiques ont la même ancienneté, n'est-ce pas? Ils sont pas... D'ailleurs, certains pensent que l'une des raisons pour lesquelles l'évolution serait fausse, c'est parce que depuis que ça évolue, il ne devrait plus y avoir de bactéries si tout le monde monte vers le haut. Mais l'évolution, c'est pas ça du tout, n'est-ce pas? Tous les êtres qui vivent aujourd'hui, d'une certaine manière, leur ancienneté nous ramène exactement au même point de départ. Alors, pour le dire autrement, je crois que vous avez là deux représentations qui sont significatives. Une qui est clairement fausse, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y aurait une espèce d'escalier qui mènerait à un truc qui serait le but ultime de l'évolution. Non, tous ces gens-là, n'est-ce pas, humains, poissons, insectes, plantes, ont la même ancienneté, et sont autant évoluées les unes que les autres. Ça ne veut pas dire qu'elles aient exactement le même degré de complexité à tous égards. Alors, un rappel sur les primates. Les primates, c'est un groupe zoologique qui contient
à peu près 200 espèces, il n'y a pas d'accord sur le nombre exact. Alors, comme mon propos n'est pas du tout zoologique, j'ai illustré ça de quelques petits camarades que j'ai rencontrés ici ou là dans la planète, mais les primates, à peu près 200 espèces, et vous voyez, ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'il y a le groupe des simiformes, c'est-à-dire les singes. Les singes, ça commence ici. Ça englobe l'homme. Les gens se disent souvent, est-ce que l'homme descend du singe, etc. Cette expression pose problème, mais notamment, elle n'a pas lieu d'être puisque l'homme est un singe. Il n'y a pas de controverse là-dessus. Et si vous prenez maintenant la famille de l'homme, les hominidés, la famille des hominidés, c'est l'ensemble des grands singes. L'homme étant un singe, et parmi les singes, c'est un grand singe. Les grands singes, c'est une très grande insuffisance de la langue française par rapport à l'anglais, c'est qu'en anglais, les choses sont très claires entre le concept de apes et de monkeys, et en français, il n'y a pas cela, puisque si on traduit ça par grand singe, on ne sait plus comment traduire le groupe des gibbons, qui sont les petits grands singes, si vous voulez. Mais il est quand même utile de bien avoir à l'esprit que nous sommes des singes, et nous sommes des grands singes, et qu'il n'y a pas lieu zoologiquement de classer ça autrement. Sur le plan génétique, il n'y a rien de très spécial dans le génome de l'espèce humaine. D'abord, il n'est pas spécialement abondant, et regardez, si vous prenez ici en quantité de génome, en quantité d'ADN, en quantité de gènes, vous voyez que l'espèce humaine se situe donc parmi les mammifères en haut, à peu près au niveau du chiffre 3, donc quelque chose comme ça. Hein. Et vous voyez qu'il y a des tas de gens, les poissons à poumons par exemple, ont beaucoup plus de gènes, mais aussi la plupart des algues, des protozoaires. Il n'y a pas dans le génome humain une espèce de quantité miraculeuse d'ADN qui nous différencierait de tout le monde. Et si on compare par rapport aux autres grands singes, les chiffres varient d'un coup à l'autre, il y a des tas de discussions là-dessus, mais c'est de l'ordre de 1% la différence. Et si vous voulez la voir en couleur, en quelque sorte, regardez ce diagramme. Ici, ce qui est jaune, c'est ce qui correspond au génome de l'espèce humaine actuelle. Là, vous avez les Denisovans, c'est une espèce humaine qui a vécu avec des hommes anciens. C'est à peu près ça. Vous savez qu'à cette époque-là, il y avait 3 espèces humaines. Ces gens-là, les Néandertaliens et les premiers Homo sapiens, génétiquement, ils sont extrêmement proches des Homo sapiens. Vous voyez, il y a beaucoup de jaune, un petit peu de rose. Et là, si vous prenez des grands singes comme le bonobo et le chimpanzé, et si vous comparez par rapport au gorille, vous voyez de manière, évidemment ça dépend du jeu de couleurs que vous mettez, mais vous voyez qu'il est visuellement assez évident que du point de vue génomique, l'homme, le chimpanzé et le bonobo sont extrêmement proches, et qu'en tout cas la distance qu'il y a entre ces gens-là et l'espèce humaine est infiniment plus faible que celle qu'il y a entre le chimpanzé et le gorille. C'est tellement vrai que, il y a quelques années, cet homme, Maurice Goodman, qui est mort il y a 5 ans, avait estimé, à mon avis à bon droit, qu'il était absurde de ne pas ranger les chimpanzés et les bonobos dans le genre humain, dans le genre Homo. C'est-à-dire que si vous considérez la classification biologique telle qu'on a pu la refabriquer à partir du moment où on a pu faire des séquences d'ADN, pas seulement comme on le fait maintenant avec des outils rapides, mais dès l'époque du Zuckerkandel, on pouvait commencer à séquencer des objets, soit des protéines, soit de l'ADN. Il est clair que la différence qu'il y a entre l'homme, le bonobo et le chimpanzé n'autorise pas à mettre ces gens-là dans des genres différents. Alors on pourrait soit estimer qu'il faut ranger le bonobo et le chimpanzé dans le genre Homo, soit considérer qu'il faut mettre l'espèce humaine dans le genre Pan, mais il serait, sur un plan génétique, assez logique de ranger tous ces gens-là dans le même genre. Et évidemment, ça voudrait dire beaucoup, parce que si vous appelez Homo un chimpanzé, vous voyez, déjà qui fait partie de la famille des hominidés. Alors, je voudrais parler des différences génétiques, c'est-à-dire si vous prenez en termes de séquences génétiques, à peu près 1%, très peu de choses. Il y a une autre manière, évidemment, de considérer l'influence du génome, c'est à travers l'expression des gènes. Il pourrait y avoir très peu de différences génétiques en termes de séquences et de grosses différences en termes d'expression génique. On a beaucoup cherché, il y a une foule d'articles
qui essaie d'étudier les différentes expressions géniques entre l'homme, le chimpanzé, éventuellement le bonobo, principalement au niveau cérébral. Chaque fois d'ailleurs qu'on trouve un tout petit chouïa de quelque chose, on clame qu'on a trouvé quelque chose d'important. La vérité est que sur le plan de l'expression génique, l'organe qui est le plus similaire, c'est le cerveau. Là où nous sommes le plus proche du chimpanzé et du bonobo, c'est pour le cerveau. Vous voyez ici en termes d'expression génique, vous voyez, c'est entre l'homme et le chimpanzé, c'est au niveau du cerveau, il y a le moins de différence en termes d'expression de gènes. Hein. Donc ça veut dire que non seulement les séquences génomiques sont très proches, mais que la machine fonctionne de façon extrêmement similaire. Maintenant, si on regarde un objet comme ça dans un bocal, bon, évidemment, il y a Charles qui est là, lui, bon, mais je suis persuadé que la plupart, même des chercheurs qui sont ici, qui travaillent sur la souris, sur le C. elegans ou sur le poisson zèbre, si on leur montre un truc comme ça, ils vont dire que c'est un cerveau humain. Hein. Même visuellement, quand vous regardez, alors le volume, lorsqu'on parle de volume, la différence est importante. Et ce n'est pas négligeable d'avoir un cerveau 3 fois plus petit que l'autre. Hein. Mais au point de vue du look général, il faut encore, si vous regardez très précisément, vous voyez effectivement des différences, mais ça ne saute pas aux yeux. En tout cas, en termes de visuel, il y a moins de différences, vous voyez, qu'au niveau du tube digestif. Hein. Au niveau du tube digestif, n'importe qui peut voir que l'intestin grêle d'humain est beaucoup plus important que celui d'un chimpanzé, que le côlon de chimpanzé est plus important que celui de l'être humain. Et si on montrait la mécanique immunitaire, l'expression des gènes immunitaires, on verrait une différence plus grande qu'au niveau cérébral, par exemple. Hein. Alors, le cerveau n'a rien de très particulier. Il n'y a pas de cellules... Alors, chaque fois qu'on trouve quelque chose, par exemple, les neurones de von Economo, les neurones à fusion, la liste spécifique de l'homme, et puis bien sûr, on s'est aperçu qu'il y en avait chez les grands singes, qu'il y en avait chez les baleines. Alors, c'est pas inintéressant, parce que ce sont des gens, les chimpanzés, les grands singes, les baleines, et les humains, qui ont en commun beaucoup de choses, notamment sur le plan des capacités cognitives, émotionnelles, intellectuelles. Donc, c'est pas dépourvu de sens, mais c'est pas quelque chose qui est d'une totale spécificité pour l'espèce humaine. Il n'y a rien. D'ailleurs, lorsqu'on fait, c'est Herculano Houzel qui a fait toute une série de papiers, des courbes, n'est-ce pas, où on compare l'ensemble des primates les uns par rapport aux autres, on avait l'habitude de faire des courbes dans lesquelles, boum, l'espèce humaine, elle se projetait comme un satellite en dehors de toutes les courbes, et il n'y a plus guère de raison d'imaginer ce genre de choses. Il n'y a plus guère de raison, mais on lit encore partout, n'est-ce pas, que par exemple, dans ce livre-là de neurologue de Pennsylvanie, ce qui fait de nous les hommes, c'est le cortex cérébral. Et d'ailleurs, celui qui lit ça comme ça, il a l'impression qu'il n'y a du cortex cérébral que dans l'espèce humaine. Or, et on lit encore, d'ailleurs, dans beaucoup de livres, y compris parmi les meilleurs auteurs, hein, donc je ne les nommerai pas, parce que beaucoup sont des amis, que le cortex frontal de l'espèce humaine, en pourcentage, est plus important que celui des grands singes. C'est quelque chose qui continue d'être écrit. Pourtant, Anna Damasio et de ses élèves ont fait des études très précises. Vous voyez là qu'elles sont parues dans Nature Neuroscience il y a quelques temps, où il apparaît que contrairement aux anciennes classifications, le pourcentage, en tout cas en volume, ça c'est en surface, de cortex frontal chez le chimpanzé, chez le bonobo, chez l'espèce humaine, sont très très proches. Et d'ailleurs, si vous voulez, le orang-outan, c'est même exactement le même chiffre que dans le cadre de l'espèce humaine. Donc il est tout à fait inexact de dire qu'il y a en pourcentage plus de cortex frontal. Et vous savez que le cortex frontal, c'est quelque chose qui est un peu magique. Enfin, on a l'impression que c'est grâce à ça que l'on pense, pour une bonne part. Comment dirais-je, il ne faut pas se méprendre sur ce que je vous dis. En pourcentage, c'est la même chose, mais n'oubliez pas quand même que le cerveau humain, c'est quand même beaucoup plus gros. Donc le pourcentage est le même, mais le total, bien entendu, de neurones et de l'ensemble du cortex et du cortex frontal, bien entendu, est plus élevé dans le cas de l'espèce humaine. Ceci, donc, c'était pour la structure. Maintenant, sur le plan de la cognition, alors, je ne peux pas donner un panorama complet, mais
juste quelques points un peu extrêmes, si vous voulez. Il y a quelques années, le groupe de Michael Tomasello a publié dans Science un article intéressant, bien que d'ailleurs critiquable, dans lequel il compare les différents grands singes sur le plan de leur capacité cognitive. Le résultat de ça est que pour ce qui est de la compréhension du monde, de la compréhension des lois de la physique, ce qui est à peu près le quotient intellectuel, pourrait-on dire, ce que signifie à peu près le quotient intellectuel, bien entendu, il n'y a pas la dimension verbale, etc., etc., les scores sont à peu près identiques chez tous les grands singes. Et même d'ailleurs, vous voyez par exemple ici, pour le concept de causalité, c'est pas rien la causalité quand même, hein, du point de vue des capacités cognitives, le chimpanzé apparaît même plus haut. Par contre, dans cette étude-là, et c'est la conclusion de l'article, c'est la colonne de ce que pense Mike Tomasello, si on prend des paramètres liés à l'intelligence sociale, les scores des grands singes est très au-dessous, et sensiblement au-dessous, de celui de l'espèce humaine. C'est ce qu'on voit ici, vous voyez, en termes d'apprentissage social, de communication, de théorie de l'esprit. Mais je crois que c'est vrai, c'est-à-dire je crois que la conclusion globalement est vraie, qu'en termes de cognition sociale, le chimpanzé se situe au-dessous de l'espèce humaine. Mais je pense, par parenthèse, que ce travail, on ne peut pas le conclure à partir de ce travail. Imaginez l'expérience. Vous avez dans ce cadre, c'est manipulé en Science quand même, hein, avec cette conclusion-là. Vous avez d'un côté un chimpanzé, un petit chimpanzé, parce que quand ils sont trop gros, après c'est un peu compliqué, hein, et puis ils sont trop costauds, qui est tout seul, de son espèce, en face d'un expérimentateur humain qui lui pose des questions, qui lui répond d'ailleurs plutôt bien, mais enfin bon. Et les questions qui concernent évidemment le champ social, c'est un peu particulier. Alors que l'humain, c'est un petit humain qui est sur les genoux de sa maman et qui est testé par un congénère de l'espèce humaine. Donc je pense que ce protocole expérimental est très insuffisant pour autoriser une conclusion telle que celle que Tomasello tire de cet article-là. Je crois que cette conclusion est vraie, hein, mais je crois que l'article ne permet pas de la valider. Alors ça, c'est pour l'intelligence en général, mais il y a aussi des tas de choses qui sont liées, par exemple, vous savez, à la théorie de l'esprit, c'est-à-dire le fait d'être capable de se mettre mentalement dans la tête d'autrui. Et vous savez qu'on considère que le déficit cognitif des autistes, c'est d'avoir un déficit de théorie de l'esprit. On se pose depuis longtemps, c'est Préma qui avait posé la question il y a déjà maintenant plusieurs décennies, est-ce que les chimpanzés ont une théorie de l'esprit? Il y a un assez grand nombre de travaux. D'abord, on a beaucoup douté de ça, certains doutent toujours, mais il y a quand même beaucoup d'études qui semblent montrer de manière assez claire qu'il y a une théorie de l'esprit. Alors on peut faire des manifs de ce genre, vous voyez, quand vous montrez à quelqu'un ce genre de choses, les gens considèrent, quand ils sont capables de se mettre dans la tête du bonhomme, que si le type agit comme ça avec son pied, c'est parce que faute d'avoir les mains libres. Hein. Alors que dans ce protocole expérimental, on peut imaginer qu'il est plus obligatoire d'appuyer avec le pied, qu'il y a quelque chose qui fait que c'est comme ça que tu dois marcher. Ce genre de test, quand on le présente au grand singe, ils réussissent ce test, ce type de test et beaucoup d'autres. Vous voyez, comme par exemple lorsqu'on met un singe en compétition avec un autre, avec un être humain, et dans des situations dans lesquelles il doit se poser la question de ce qu'il y a dans la tête du bonhomme. Là, dans le cas présent, il peut récupérer un objet qui l'intéresse, soit avec une porte, d'un côté il y a une porte, il faut qu'il passe à travers le plexiglas, hein, une porte qui grince, et le bonhomme fait semblant de dormir. Vous voyez, donc le chimpanzé prend systématiquement l'autre côté parce qu'il comprend qu'il ne faut pas le réveiller, etc. Mais il y a beaucoup d'autres études qui valident cette façon de voir les choses. Alors, sur le plan de l'arithmétique, des mathématiques, c'est très intéressant parce que finalement, les grands, et pas seulement les grands singes d'ailleurs, à peu près tous les vertébrés, y compris les salamandres, savent compter jusqu'à 5. Et après, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est très intéressant, que notre ami Stanislas Dehaene a montré dans les tribus d'Amérique du Sud, c'est qu'effectivement, certains groupes humains sont exactement comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont des chiffres pour aller jusqu'à 5, ils voient très bien la différence de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Après, on voit plus grand qu'eux, plus petit qu'eux. C'est-à-dire que s'il y a un paquet de 20 boules et de 22 boules, il ne peut pas faire la différence. Vous voyez, s'il y en a 20 d'un côté et 30 de l'autre, on voit bien qu'il y en a un qui est plus grand ou plus petit. Sur le plan culturel, les animaux utilisent des outils. Il y a maintenant des centaines d'évidences. Personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer
Kanzi qui taille des outils comme ça, vous voyez. Alors, les préhistoriens discutent de savoir que si la technologie de Kanzi, qui est un bonobo, n'est pas exactement la même que celle des hommes préhistoriques, mais avec quoi qu'il en soit, ils peuvent tailler des outils, casser des cailloux, faire avec le caillou qui a été cassé, faire un couteau pour couper une corde, etc. Donc il y a un nombre considérable, non seulement de fabrication d'outils, mais de méta-outils, c'est-à-dire de fabrication d'outils pour fabriquer un autre outil avec le premier outil. Ça, c'est dans la nature. Également, chose intéressante, c'est dans le rapport du singe à l'outil. Neurologiquement, le schéma corporel se modifie de la même façon. C'est-à-dire que lorsque le singe utilise un râteau pour récupérer quelque chose, il intègre dans son schéma corporel le prolongement du râteau s'il l'utilise. Si d'ailleurs il ne fait que toucher le râteau, ça ne marche pas comme ça, vous voyez. Donc le rapport neurologiquement, on pourrait dire que le rapport à l'outil est exactement similaire à ce qu'on observe chez l'homme, qu'on observe moins bien chez l'homme, parce que chez le macaque, on lui met des électrodes dans la tête, et chez l'homme, on fait des études beaucoup plus grossières par imagerie cérébrale. Plus coûteuse, mais plus grossière. La conscience. Alors je crois qu'il n'y a pas lieu de penser que les primates ne sont pas conscients pour un grand nombre de raisons. Mais notamment pour ce qui concerne cette maison, ce qui relève de, comment dirais-je, du substrat ou des substrats neurologiques supposés de la conscience, que ce soit la notion d'espace rail global de notre ami Dehaene, ou que ce soit la vision de la conscience selon un homme comme Lina, c'est-à-dire basée sur la discussion entre le thalamus et le cortex cérébral, ou que l'on place la conscience dans le claustrum selon l'idée de Francis Crick, qui revient un petit peu à la mode, ou le claustrum, un truc un peu mystérieux, où convergent des voix venues de toutes les parties du cerveau, et d'où divergent aussi, mais divergent simplement alors que les voix qui convergent des deux hémisphères, celles qui partent du claustrum ne vont que dans le claustrat correspondant, puisqu'il y a deux claustrats. Quelle que soit la structure que vous envisagiez, il n'y a rien qui différencie spécifiquement l'espèce humaine, pas seulement des primates d'ailleurs, hein, mais des rongeurs. Vous voyez, le claustrum a été étudié chez les rongeurs, et d'ailleurs le peu qu'on connaît de ça, et vient pour beaucoup d'espèces animales non humaines. Mais il y a beaucoup d'autres arguments. L'un des plus intéressants peut-être pour ici, c'est la question de la vision aveugle. Parce que c'est un peu l'argument tiré, la conscience validée par la non-vision de la conscience, si je puis dire la vision aveugle, vous savez, ça concerne des cas de rares sujets humains qui se déclarent aveugles, mais qui néanmoins voient. C'est-à-dire que si vous leur insistez pour qu'ils donnent la réponse, par exemple si on représente le chiffre 7, ils vont dire le chiffre 7 plus souvent que de vous donner le hasard. Eh bien, on peut reproduire chez le singe, par des lésions cérébrales similaires de celles qu'on observe dans l'espèce humaine, le même type de phénomène. Vous voyez. Donc si le singe déclare qu'il ne voit pas alors qu'il voit, c'est une manière de valider le fait qu'il a une conscience, en l'occurrence fautif, hein, de ce qu'il voit. Et alors il y a la conscience de soi, qui est un vaste sujet, dont on a dit que l'homme était spécifiquement celui qui non seulement était conscient, mais était conscient de lui-même. Et on a affirmé que les animaux n'avaient pas ça. On a affirmé comme ça, vous voyez, personne n'a jamais donné la moindre justification de cela. En réalité, j'aime beaucoup cette phrase de Schopenhauer, qui critiquant Descartes dit si un philosophe cartésien se trouve entre les griffes d'un tigre, il verra bien si le tigre sait faire la différence entre lui et... alors c'est un argument qui scientifiquement vaut ce qu'il vaut, bien entendu, mais quoi qu'il en soit, vous savez que le fameux test du miroir, qui lui aussi vaut ce qu'il vaut, hein, c'est-à-dire qui consiste à savoir si les gens se reconnaissent dans le miroir, on a d'abord montré chez les singes, Gallup qui a fait ça il y a quelques dizaines d'années, puis dans d'autres espèces, y compris les oiseaux. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans beaucoup d'espèces, certains individus ont passé ce test, d'autres ne l'ont pas passé. Ce qui est une chose très intéressante parce que, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais il est intéressant de voir que les animaux sont très différents individuellement les uns des autres, individuellement et cognitivement et en termes de sensibilité également. Alors, une des choses les plus intéressantes, à mon avis, c'est la question
de la métacognition, parce que là, pourrait-on dire, c'est un peu le stade ultime de la conscience, c'est-à-dire le fait de savoir que l'on sait, savoir que personne ne conteste que les animaux non humains sachent des choses, bien entendu. Comment pourraient-ils vivre s'ils ne savaient rien? Mais savoir que l'on sait, c'est pas tout à fait la même chose. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, il y a là une citation de Nabokov, citation de Nabokov qui est intéressante par son caractère extrême et arbitraire. Vous voyez, être conscient d'être. Si je suis non seulement conscient que je suis, mais également que je sais que je le sais, alors j'appartiens à l'espèce humaine. Boum. Et cette dernière phrase qui est admirable, l'écart, à cet égard, l'écart entre le singe et l'homme est incommensurablement plus vaste que celui qui sépare l'amibe du singe. Vous voyez, c'est une phrase très forte et qui repose sur, qui est totalement gratuite. Je crois qu'il est clair que on peut dire que ça n'est pas le cas, et je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure. Là, j'ai une citation d'un autre livre plus récent, qui est le livre de Stanislas Dehaene sur la conscience. Alors, quel type d'expérience peut-on faire sur la métacognition? Ça a d'abord commencé par des études sur un dauphin. Puis ce dauphin, on n'a pas pu continuer les études sur lui, donc d'autres sont passés aux singes, surtout aux macaques. Il y a plusieurs protocoles, mais ils sont basés sur le même type de philosophie. En gros, donc ça consiste à... Vous savez que les singes adorent avoir des jetons qu'ils utilisent pour faire du business, comme ça. D'ailleurs, ils entrent très vite dans une procédure commerciale et économique, les singes. Hein. Sur un portefeuille, des jetons, ils échangent, etc. Par parenthèse, ils commettent exactement... Ils ont la même perversion que les humains. C'est-à-dire que ils veulent tout de suite... Il y a un côté cupide, vous voyez. C'est-à-dire que si le singe achète quelque chose, 3 jetons, il va le vendre plus cher, vous voyez. Et c'est un peu dramatique parce qu'on ne peut pas aspirer que de confier à un grand singe le sort des grandes banques ou des choses comme ça. Il faudrait exactement, probablement les mêmes types d'erreurs. Donc le singe a un petit capital et on lui propose de répondre à une question, mais il est dans le scénario suivant. S'il donne la réponse juste, on lui donne 3 jetons. S'il donne une réponse fausse, il perd 3 jetons. Il a horreur de ça. Les singes ont horreur de ça. Hein. Ça met dans une très grande colère. Mais il a la possibilité de passer son tour et de dire qu'il préfère ne pas répondre à la question. Et là, il gagne 1 jeton. On comprend très bien que dans ces conditions, l'animal conscient de ne pas savoir, ou de savoir un peu, ou d'être pas sûr de lui, il va orienter sa stratégie de telle sorte que s'il ne sait pas, il va se contenter de prendre un jeton plutôt que de risquer d'en perdre 3. Lorsqu'on fait ce type d'expérience, et il y a beaucoup de contrôles possibles et différents types de protocoles, on a clairement, vous voyez, en gros, il y a 3 types de protocoles. Hein. Soit celui que je vous ai indiqué, c'est-à-dire on pourrait soit de répondre, soit de ne pas répondre. Et ensuite, on voit s'il veut répondre, s'il a la bonne réponse. On peut aussi lui demander de choisir d'emblée entre trois réponses. Hein. Une réponse d'incertitude, ou on peut également lui demander de choisir, et ensuite, dans un deuxième temps, de dire s'il est sûr de lui. Vous voyez, s'il est sûr de lui, s'il donne la bonne réponse, il en prend 3, s'il donne la mauvaise, il en perd 3, etc. Hein. Et s'il dit qu'il n'est pas sûr de lui, même s'il se trompe, il aura un jeton. Quel que soit le protocole, les résultats sont à peu près similaires, et montrent très au-dessus du hasard, les singes sont capables de... Et non seulement, l'une des raisons pour lesquelles je vous parle de la métacognition, c'est que sur des concepts cognitifs comme ça, qui semblent être à la limite de la cognition humaine, on a besoin qu'on est vraiment le plus haut possible. D'une certaine manière, on en sait plus chez le singe que chez l'homme. Parce que chez le singe, on peut mettre des électrodes, d'ailleurs, c'est pas sans poser évidemment de question, mais où on voit même le neurone, vous voyez, le neurone individuel qui sait qui c'est, d'une certaine manière. Hein. On est évidemment convaincus, nous tous ici, qu'il en va exactement de même chez l'homme. Donc, il n'y avait pas de question à propos de la capacité mnésique d'un animal tel que des oiseaux du groupe des corvidés, comme les casse-noix ou des écureuils. La question, c'est celle de savoir si l'animal peut faire histoire avec ça. C'est-à-dire se dire, j'ai mis cette graine ici avant-hier, celle-ci je l'ai mis à 6 mois et demi, etc. Vous voyez. Et philosophiquement, c'est important parce que c'est de ça que procède, si vous voulez, l'historicité des êtres. Et
il y a d'ailleurs toute une littérature philosophique qui, là j'ai mis la couverture du livre de Heidegger consacré à la deuxième considération intempestive de Nietzsche, qui est un passage extrêmement célèbre dans lequel Nietzsche explique que la vache, n'est-ce pas, est fixée au piquet du temps, qu'elle n'a pas de passé, qu'elle n'a pas d'avenir. Il dit d'ailleurs que c'est très bien, Nietzsche. Hein. Bon, alors Nietzsche le dit c'est quand même un immense écrivain. Bon, chez Heidegger c'est plus emmerdant, mais enfin, c'est quand même le même concept, vous voyez, qui est l'idée selon laquelle seul l'être humain ne serait pas fixé au piquet. Et c'est pour ça que l'être humain serait un être historique, capable de vivre dans l'histoire, parce que ça ferait sens de savoir que telle chose s'est passée, etc., à telle époque. Là, je sors un peu du cadre des primates pour y revenir d'ailleurs, parce que les expériences pionnières sur le voyage mental dans le temps, en dehors de l'espèce humaine, ont été faites chez les oiseaux, un oiseau de la famille des G, par une anglaise qui s'appelle Nicola Clayton. Nicolas, mais c'est une fille, hein. Et avec un protocole assez simple, intéressant. Ces animaux, comme les casse-noix, comme les écureuils, sont des cacheurs compulsifs, donc ils piquent des graines, ils les mettent sous terre, etc. Ils vérifient d'ailleurs que le voisin ne les a pas vu faire, enfin, tout un tas de subtilités de ce genre. Et le protocole expérimental consiste à leur donner des espèces de bacs à glace, comme ça, avec du sable. L'animal est dans une volière, il a la capacité d'enterrer dans le sable ces objets. Dans le cadre du protocole originel de ces genres d'études, il dispose soit de graines, cacahuètes, soit des larves d'insectes, des chenilles. Il préfère les larves aux graines, mais sous réserve, et ça fait sens d'ailleurs que les larves soient vieilles de moins de 4 jours. Après, le goût doit être moins convenable de ce point de vue. Eh bien, on peut donc permettre à l'animal d'enterrer son truc dans son bac à glace, dans le sable, et ensuite lui refournir l'objet 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours plus tard. Et on observe qu'effectivement, lorsqu'il déterre, lorsqu'on laisse passer plus de 4 jours, il va choisir, évidemment il a droit à qu'une pioche, hein, dans l'expérience pionnière, il va déterrer, après 4 jours, il déterre une cacahuète, avant 4 jours, donc il déterre une larve. Donc il a vraiment effectivement un bon compte à rebours, et ça va même plus loin que ça, parce que, alors, je reviens sur les mais est-ce que, là, comme notre affaire concerne, oui, il y a l'idée que je voulais parler de la gestion du passé, mais il y a la question, peut-être plus importante, du futur. Et le même type de protocole expérimental montre que cet oiseau est capable aussi de voyager mentalement dans le futur, dans l'avenir. Le protocole est à peu près du même type, cette fois-ci donc on est toujours dans une volière, l'animal le soir a la possibilité de cacher un certain nombre d'objets, et la volière est potentiellement séparée en deux, il ne sait pas si le matin il se trouvera à gauche ou à droite. Mais il sait, parce qu'on lui a expliqué précédemment, il a lu précédemment, que s'il est de ce côté, il aura un petit déjeuner, s'il est de ce côté-ci, il n'aura pas de petit déjeuner, vous voyez. Donc, et il n'a aucune idée, le test est fait de façon qu'il ne puisse pas prédire de quel côté il sera. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il cache ses affaires du côté où il sait qu'il n'aura pas de petit déjeuner. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la situation mentale, vous voyez, d'agir au hasard, de se dire de manière compulsive, je cache mes affaires, mais de se dire, que se passera-t-il demain? Il ne sait pas ce qui se passera demain, mais il sait que si demain il se met là, c'est là qu'il faut mettre, parce qu'il aura, sinon il n'aura rien à bouffer, vous voyez. Et c'est très intéressant parce que ça nous redonne, ça réactualise une idée en neuropsychologie qui pourrait paraître banale quand on l'énonce, mais qui, je crois, ne paraît pas si banale à la plupart des neuropsychologues, qui est que la mémoire est un instrument de gestion de l'avenir, ce qui fait sens. C'est fait sens d'avoir un outil qui vous permet de faire face à ce qui va se passer plus tard, plutôt qu'à se remémorer sans fin ce qui s'est passé jadis et qui éventuellement va vous donner tous les cauchemars possibles parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire. Ça, c'est le voyage mental dans le temps. C'est intéressant de voir que les oiseaux, donc là on est loin du point de vue phylogénétique des primates, hein, savent faire ces opérations. Les singes savent le faire. Il y a maintenant de nombreuses évidences, tant en captivité que dans la nature. Alors cet exemple anecdotique de ce chimpanzé
qui préparait, n'est-ce pas, le soir ses attaques pour le matin, stockant des outils, les cachant bien entendu pour pouvoir attaquer les gens qui lui cassaient les pieds dès le lendemain matin. Mais il y a aussi des exemples, il y a de nombreux. Hein. On a chez les Mangabés, qui sont des singes d'Afrique de l'Est également, on a pu voir qu'ils étaient capables de calculer, en voyant un fruit dans la forêt, qu'il allait falloir revenir sur cette place-là 3 jours ou 4 jours plus tard, selon le degré du mûrissement du fruit. Et plus récemment, dans PNAS, il y a cet article pas inintéressant qui montre que les chimpanzés orientent leur position le soir. Vous savez, les chimpanzés font leur lit, hein, et les mères font le lit pour les enfants, tout ça, en général c'est bien d'ailleurs, orientent leur couche en fonction de là où ils savent qu'il y aura des fruits d'une certaine sorte. Et ils se lèvent d'ailleurs à une heure différente, parce que les fruits ne mûrissent pas à la même vitesse. Certains fruits, si vous voulez, comme je crois les figuiers, il faut y aller vite. Et il faut y aller vite parce que, évidemment, il vaut mieux être parmi les premiers pour être sur place, bien entendu. Sinon, les petits camarades vont bouffer votre place. Donc, en fonction de la prédiction du compte en rebours futur, l'animal oriente sa stratégie. Il pense au lendemain. Comme nous, vous voyez, si vous avez dans votre poche un tas de trucs qui ne sont pas uniquement liés à ce que vous faites aujourd'hui. Hein. Quand je suis parti ce matin, j'avais ma clé USB, je n'en avais pas besoin pour ce matin, vous voyez. Donc, nous vivons constamment avec dans notre esprit des choses qui ne sont pas pour la gestion strictement immédiate. Et, chose intéressante, ce voyage mental dans le temps, on peut, dans une certaine mesure, le voir, là encore, avec des électrodes dans le cerveau. On peut voir, par exemple, dans le cerveau du rat, le rat voyager, n'est-ce pas, pour reproduire le chemin qu'il a fait, ou qu'il va faire, qu'il s'apprête à faire dans un labyrinthe. C'est une expérience très intéressante qui d'ailleurs est à l'origine, j'ai pris ce dessin parce que c'était à la suite de cette expérience que cet homme qui s'appelle Corvallis, qui a longtemps cru avec son complice qui s'appelle Sudendorf que les animaux étaient incapables de cette opération-là, a changé radicalement. C'est intéressant, dans l'histoire des sciences, on voit rarement des gens qui sont des soutiens très forts d'une théorie et radicalement se dire bon mais je me suis trompé, il faut que je change d'idée, quoi. C'est-à-dire lui n'a pas changé d'idée. Donc alors ça se produit, il y a des gens qui le font bien entendu, mais c'est pas si fréquent que ça. Vous voyez donc là encore comme pour la métacognition, on a une espèce d'évidence très forte que dans le cerveau, que c'est d'autant plus réel qu'on peut le voir, vous voyez, qu'on peut le voir cellulairement, qu'on peut enregistrer un neurone. Et ce qui est curieux, c'est que beaucoup de gens n'ont pas le sens de l'importance de ce genre, de la signification de ça. Dans un autre domaine, je n'ai pas prévu de vous parler de ça, mais les neurones miroirs, qui ont été mis en évidence par Isolatis, il y a des neurones qui s'activent aussi bien qu'un animal fait ou voit faire quelque chose. Bon. Et beaucoup de gens pensent que c'est la base de l'empathie et de l'imitation. Et parmi les gens qui pensent ça, il s'en trouve certains qui pensent et qui écrivent que ceci c'est spécifique de l'espèce humaine. Or, les neurones miroirs, il y a guère de doute qu'ils existent dans l'espèce humaine aussi, mais le seul endroit où on est absolument sûr qu'ils existent, où on sait ce que c'est dans le cerveau du macaque. Or, il y a beaucoup d'autres choses sur le voyage mental dans le temps, mais ça nous est en train d'aller trop loin, y compris lorsqu'on présente des films, voyez-vous, à des singes, ou à des sortes avec des épisodes qui se suivent, la séquence s'arrête à un certain point, le lendemain on recommence. Le singe s'attend, vous voyez, s'il a vu par exemple le méchant sortir par la porte de droite, il s'attend à ce qu'il revienne par la porte de droite, vous voyez, plutôt que par la porte de gauche. Donc, mentalement, vous voyez, son cerveau voyage. Alors, le temps tourne, vous avez compris quand même que la question qui est posée en haut devient de plus en plus, nous entraîne de plus en plus vers une réponse affirmative, et il y a beaucoup enfin, le fossé se réduit au point qu'il n'y a plus de fossé, et il est quand même intéressant de se poser la question, c'est pas une question neutre, on n'est pas sur le fait que dès lors qu'on voit comme ça dans le cerveau mettant une électrode, n'est-ce pas, qu'il y a tout ça, hein, des neurones
qui pensent, qui sont guidés par des buts, qui sont impliqués dans des comportements moraux, dans l'empathie, etc., etc., peut-être dans la religion, que sais-je. Évidemment, ça pose toute une série de questions sur la nature de nos relations à ces gens-là, y compris sur le plan expérimental. Juste deux idées très rapides avant d'en finir. La notion d'individu. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de... que nous, on est tous différents, bien sûr, mais les animaux ne sont pas différents. Il y a une phrase que je cite souvent de Luc Ferry. Jacques Ligne me critique parce que j'ai l'impression que je critique toujours Luc Ferry, mais bien que je l'aime bien d'ailleurs. L'idée selon laquelle, vous voyez, toutes les fourmis sont les mêmes. Toutes les fourmis du même espèce sont toutes identiques pour Luc Ferry. Alors, on sent bien que beaucoup de gens pourraient dire ça d'ailleurs, hein, mais déjà, Luc Ferry ne connaît rien de fourmis, mais beaucoup de gens pensent ça, peut-être même dans cette salle. Ce qui est sûr, je peux vous le dire, c'est que toutes les fourmis ne sont pas les mêmes, et que là, il y a maintenant beaucoup d'expériences qui montrent qu'au sein d'une même espèce de fourmi, et même dans une même fourmilière, vous avez des capacités cognitives différentes d'un individu fourmi à un autre individu fourmi, et c'est important cela. C'est pour ça que j'ai parlé du... Alors, on a pu également donc le voir chez les grands singes, pour revenir aux grands singes, au cerveau des grands singes, un travail très récent, qui vient de paraître dans Neuroimages, je ne sais même pas s'il est encore vraiment paru, qui montre que les différences de personnalité entre grands singes peuvent se correspondre à des différences anatomiques que l'on peut voir, que l'on peut visualiser à l'imagerie. Hein. Donc vous voyez, ils sont vraiment différents d'un individu à l'autre. C'est la raison pour laquelle j'ai introduit cette notion de personne. Pour moi, la notion de personne ne signifie pas, n'est pas rapport avec un mot gratuit pour dire c'est des personnes, c'est des gens très bien, etc., il faut les aimer, tout ça. Non, je veux dire par là que chaque individu a une singularité qui fait qu'il est quelque chose de particulier dans son réseau. Il y a eu des études sur plusieurs espèces, mais notamment chez les orques ou chez les dauphins, où on a pu montrer que le fait de lever un individu dans un réseau social change complètement le network, voyez, le réseau qui est là. Les animaux ne sont pas interchangeables. Par parenthèse, c'est une chose que beaucoup de gens intéressés par la protection animale n'ont pas du tout à l'esprit. Pas du tout. Si par exemple vous êtes intéressé à la protection des éléphants, il peut faire sens d'ailleurs de prendre des éléphants qui sont ici pour les mettre ailleurs, parce que là il y en a trop et là-bas il n'y en a plus du tout, et c'est sûrement une bonne chose de le faire, mais ils ne perçoivent pas que ça pose quand même un problème. C'est-à-dire que l'éléphant qui était ici, il avait des copains, des ennemis, des enfants, des voisins, des gens qui l'aimaient pas, etc. Et vous le mettez ailleurs, vous voyez, c'est exactement comme si vous preniez un bonhomme ici et que contre sa volonté, vous le mettiez dans un autre endroit. Hein. C'est en ce sens que j'aime à parler de ce concept de personne. Hein. Et depuis, François-Olivier Gilbert a repris le même titre sous une forme plus affirmative. Un deuxième concept, juste avant de conclure, est la question de la conception du monde. La raison pour laquelle je me suis permis de publier ce livre qui s'appelle « L'animal est-il un philosophe ?» c'est que je crois que les animaux en général sont des êtres très singuliers du fait qu'ils ont un cerveau, parce que le cerveau n'est pas du tout ce que les gens imaginent, ce que les gens croient de manière générale, c'est-à-dire une sorte de caméra qui filme le monde. C'est un objet qui se représente le monde. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'être animal, il y a un objet qui contient le monde extérieur. C'est extrêmement singulier. Si vous prenez une pierre, que vous donnez un caillou, un coup de marteau de géologue sur le caillou, vous allez produire une trace, un éclat, l'érosion, enfin faire la même chose, etc. Donc d'une certaine manière, il y a quelque chose qu'on pourrait considérer comme une forme de mémorisation de la pierre qui se souvient. Il y a la trace de ce qui lui est arrivé. Mais il n'y a pas à l'intérieur de la pierre un objet qui se représente le monde, qui a une conception du monde extérieur. C'est une chose, je trouve, philosophiquement extrêmement singulière. Je crois que par nature, les animaux sont des êtres qui ont des conceptions du monde, qui ne peuvent pas faire autrement. Et ceci, ça vaut pour les animaux, tous les animaux pourvus de cerveau. Hein. Ils sont presque tous pourvus de cerveau à un moment ou à l'autre de leur développement, même si à certains moments, ça se ratatine. Alors,
voilà, je ne sais pas. Et c'est une idée qui nous entraîne donc effectivement assez loin. Je citais là Karl Marx qui avait mais qui n'est pas le seul à avoir produit une phrase de ce genre en disant que par rapport à l'architecte, l'araignée la plus douée du monde est très différente parce que l'architecte, lui, il a dans la tête ce qu'il veut construire. Mais l'araignée aussi. Et si l'araignée n'avait pas, d'une manière ou d'une autre, elle n'a pas forcément conscience d'ailleurs de ce qu'elle fait, mais l'araignée par nature, elle a dans sa tête, peut-être une araignée c'est un peu compliqué, mais enfin, dans les réseaux neuronaux, dans la représentation du monde de l'araignée, il y a également l'objet qu'elle est capable effectivement de créer. Et philosophiquement, et pour conclure, ça m'amène à reprendre cette fameuse phrase de Heidegger, qui d'ailleurs n'est pas une phrase, c'est des bouts de phrases qui sont remis ensemble, selon laquelle, n'est-ce pas, la pierre est sans monde, l'animal est pauvre en monde, et l'homme est configurateur de monde. Et je suggère de transformer ça en la pierre est sans monde. Le végétal est pauvre en monde parce qu'il n'a pas de cerveau, pour l'instant en tout cas, et l'animal, humain ou non humain, est configurateur de monde. Et je crois que philosophiquement, c'est pas une chose neutre. Voilà, je vous remercie de votre attention. De combats entre mâles qui se battent entre eux pour les territoires, pour les femelles, il est fréquent que les animaux se tuent. Mais évidemment, on ne voyait pas, même dans l'espèce humaine, vous voyez, moi je n'ai jamais vu un meurtre dans la rue, enfin, je sais que ça existe, bien entendu, les journaux en parlent, et je ne sais pas qui ici a vu un meurtre, peut-être personne, vous voyez, donc, on peut comprendre que Conrad Lorenz n'en ait jamais vu, mais nous savons que ça existe. Donc on voit, quand on parle de comportements comme la mort, comme les comportements très 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 particuliers, il ne faut pas oublier que sur les animaux, nous voyons que très peu de choses, en particulier sur les animaux sauvages, hein, qui sont peut-être les plus intéressants à cet égard. On les connaît trop peu. Par ailleurs, confronté à la mort, l'animal sauvage a, comme l'humain, c'est une circonstance, a des obligations d'extrême urgence. Vous voyez, c'est-à-dire que si votre congénère vient d'être tué, en règle générale, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Souvent parce que quelqu'un l'a tué. Si quelqu'un l'a tué, il vaut mieux prendre la fuite pour éviter de se tuer soi-même. Vous voyez, donc il y a toutes sortes, mais dans l'espèce humaine, c'est pareil. Hein, on a vu des choses comme ça. On a vu des gens, évidemment, on voit tout le temps, d'ailleurs, prendre la fuite pour éviter d'être tués eux-mêmes, alors que le voisin est en train de se faire flinguer. Donc, vous voyez, je crois qu'on ne peut pas dire que la mort, ça ne fasse rien. Par contre, c'est vrai que, comme la mort est un phénomène extrêmement fréquent, il faut bien vivre avec. Mais là, si vous posez la question de l'espèce humaine, et qu'on compare l'attitude des plus jeunes d'entre nous et des plus anciens d'entre nous, pour les plus anciens d'entre nous, il était fréquent et normal qu'une mère, qu'il y ait des enfants qui meurent dans une famille, c'était le nombre d'enfants morts-nés, c'était normal. Vous voyez, bon, la mort était beaucoup plus normale, les gens faisaient plus d'enfants, donc on en faisait 8, il y en avait 3 qui mouraient. Bon, vous voyez, c'était métabolisé sur un mode moins dramatique qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, un couple qui a un enfant, évidemment, il perd un enfant, il perd 100% de sa progéniture. Donc vous voyez, je crois que dans la dramaturgie liée à la mort, il y a quelque chose qui est quand même fortement lié au contexte culturel et au fait qu'on puisse se payer le luxe, si je puis dire, de faire une cérémonie mortuaire. Hein. Et d'ailleurs, dans des humains en situation très précaire, soumis à des drames, avec, l'histoire en a montré beaucoup, les gens qui ne pouvaient pas faire de cérémonie mortuaire, ils n'en faisaient pas, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mais je crois que la mort, ça fait quelque chose d'être vivant. Vraiment, je vous propose, le temps à passer, alors vraiment c'est la dernière, je trouve tes réponses admirables, Yves, et je voudrais trouver que les photos que tu as apportées sont absolument magnifiques. Vous posez une question rapide, parce qu'après, il faut qu'on écoute Lucrèce Sacella pendant un moment, et puis après le cocktail. Hein. Jean-Jacques Chassereau, j'ai une formation d'anthropologie à Jussieu. Ces services n'existent plus. Et donc, j'ai étudiant la certitude qu'entre les singes et nous, il n'y a rien.
Et votre position rejoint celle de Vercors, qui est un grand écrivain. Et je pense que nous faisons aujourd'hui, avec la génétique, la même erreur que l'on fait avec nos radios. On oublie l'observation clinique, auquel le professeur Agit tient énormément. Et nous devons regarder, observer, au-delà de la génétique, car la génétique n'a rien apporté, et bien au contraire. Et quand on observe des singes, la question c'est quel est l'animal aujourd'hui qui se rapproche le plus de nous? C'est pas le chimpanzé à qui on donne à manger, que l'on dresse. Certes, les Japonais sont arrivés à des performances supérieures à l'homme. Et ils nous ont montré un chimpanzé qui était capable de retenir un nombre inimaginable de chiffres que nous sommes, nous, incapables de faire. Donc, la conscience, j'aimerais qu'on définisse ce que c'est que la conscience. Moi, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que quand l'impression que j'ai eue avec ma mère qui perdait la mémoire et Laurent Hautan, avec lequel j'avais l'habitude d'observer, j'avais la même réaction. C'est-à-dire que quand je m'en allais, aussi bien ma mère que Laurent Hautan, je ressentais cette sensation humaine, reste là. Il y a dans Laurent Hautan un rapprochement que je fais depuis toujours. Et malheureusement, on ne parle pas assez souvent de Laurent Hautan. Et dans votre propos, j'ai trouvé très intéressant au début, et c'est le rapprochement que vous faites dans le lobe frontal de Laurent Hautan qui se rapproche le plus de l'espèce humaine. Et ce schéma me fait énormément plaisir. Vous avez raison sur Laurent Hautan. Et maintenant, quel est l'animal qui se rapproche le plus de nous? Je suis désolé, ce n'est pas Laurent Hautan. Il y a un animal. C'est le chien. Non. Le chien n'est pas un animal. C'est quelque chose de domestiqué. Non. Alors je vous donne la réponse, mais vous la savez tous. C'est le dauphin. Quel est l'animal qui a des possibilités très proches de nous et avec lequel on peut correspondre? Je peux correspondre infiniment mieux avec un dauphin qu'avec un orang-outan. Il ne reste pas moins que l'orang-outan, je suis toujours à ses pieds. Parce que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un de vivant et il n'y a aucune différence entre lui et moi. Il y a un orang-outan, il y a un orang-outan qui est au parc à côté. Allez le voir, restez avec lui et vous allez voir. Merci. Non, mais vous savez, je partage votre amitié pour les orang-outans. Je n'ai pas parlé, mais c'est pas du tout par racisme. J'adore les orang-outans. J'adore les orang-outans. Et par ailleurs, je pourrais vous raconter beaucoup de choses sur le grand talent intellectuel des orang-outans. Mais juste une chose qui est très intéressante à ce que vous avez dit à propos des dauphins et ce qu'on peut dire sur le chien, c'est que précisément, je ne crois plus du tout que nous ayons lieu de raisonner en termes d'échelle avec des cognitions qui se rapprochent de notre cognition humaine. Je pense que les facultés cognitives que nous considérons comme étant humaines sont apparues de manière très proche dans plusieurs groupes phylogénétiques très différents, au moins celui de certains cétacés, pas tous les cétacés, certaines, les orques, qui sont des dauphins, les autres dauphins et certaines baleines, chez les corvidés parmi les oiseaux, chez les psittacidés parmi les oiseaux, chez les grands singes. Et également qu'il y a chez des animaux domestiques comme le chien, une grande parenté cognitive avec l'homme, au moins pour la capacité de se comprendre. Pourquoi? Parce qu'une fois encore, la réalité des choses, c'est qu'au cours de l'évolution des espèces, certaines facultés cognitives ont été sélectionnées parce qu'elles étaient utiles, mais pas que à nous, à d'autres personnages vivants, ou dans le cas du chien, parce que c'était utile pour le chien pour communiquer avec nous. On a fait d'autres... La première chanson que je vais vous chanter est sur un grand mystère scientifique. Pourquoi nous deux alors qu'on est des milliards sur Terre? Ouh.
et moi. Ouh, pourquoi nous deux, pourquoi on s'attache, on se fâche ou bien pas? Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui fait que c'est toi, rien que toi? Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui te plaît tant que ça? Alors qu'on est des milliards sur Terre, alors qu'on est des milliards et des poussières. La blonde d'1,80 m, elle pourrait te plaire. Ça donnerait quoi, moi et ce beau brun aux grands yeux de coquère? Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui fait que c'est toi, rien que toi? Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui te plaît tant que ça? Alors qu'on est des milliards sur Terre, alors qu'on est du hasard et des poussières. Pourquoi nous deux, pour combien de temps, pour combien d'hivers? Pourquoi nous deux, c'est si important et c'est rien dans l'univers? La prochaine chanson a un petit peu à voir avec le cerveau. J'essaie de trouver des liens. C'est les petites voix dans la tête. Je suis du genre à tomber de haut et les deux pieds sur le carreau, à l'assaut des montagnes russes, où je me sens vivre un peu plus dans le décor. Je cherche encore. Elle a dit quoi, ma petite voix? Je tente l'aventure, le voyage, en mettant des cœurs dans la marge, puis réécrit tout le scénario en démêlant le vrai du faux, la fière allure, le bel azur. Elle a dit quoi, ma petite voix?
suite a peu d'importance. Dans le décor, je cherche encore. Elle disait quoi déjà, ma petite voix? Et donc ce synthétiseur fabriqué par Suzuki, qui fait normalement des motos mais qui à un moment a fait des synthétiseurs. Il va me servir à vous chanter cette chanson d'Alain Souchon. Ça s'entend que c'est Suzuki, hein. La petite Bill, elle est malade, elle a besoin d'une promenade avec un qui serait son amoureux pour 1 heure ou 2. La petite Bill, y a le temps qui presse, elle a besoin d'une caresse, des doigts gentils, des doigts doux, dessus, dessous. Bill, ma Bill, t'es comme tout le monde, quand ça coule de tes yeux ça tombe, mais c'est pas des confettis, cette pluie. Elle a trop lu de littérature, les plumes, cœurs, les égratignures, les petits revolvers en dentelle, les coups d'ombrelle. Elle les a attendus sans rire, les rubans bleus, les soupirs, que des trucs qui n'existent pas, qu'au cinéma. Bill, ma Bill, t'es comme tout le monde, quand ça coule de tes yeux ça tombe, mais c'est pas des confettis, cette pluie. La petite Bill, elle fait la gueule, elle dit qu'elle est tout le temps toute seule, mais tout le monde vit séparé du monde entier. Elle a beau faire du jardinage dans son 24e étage, géranium et bégonia, ça lui réussit pas. C'est une vieille maladie poisseuse, un sacré manque d'amour qui creuse. Dans nos villes, dans nos campagnes, ça gagne. C'est une vieille maladie poisseuse, un sacré manque d'amour qui creuse. Dans nos villes, dans nos campagnes, ça gagne.